Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, l'ambassadeur de l'Union européenne, M. Vincent De Geer. Avec notre invité, on va revenir sur les réalisations de l'UE pendant son passage en Haïti. Vincent De Geer, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin pour faire le point et pour revenir sur votre bilan. Bonjour Manel, merci de votre invitation, qui sera la dernière en ce qui me concerne, puisque oui. Je prendrai l'avion demain, après 4 années ici en Haïti, effectivement. Et cette émission a été intéressante pour vous. D'abord, je sais que vous avez été, à votre arrivée, vous avez été accueilli par une tempête, je dirais, une tempête politique, tempête électorale. C'était en 2015. Et vous avez vécu tout ça. Et aujourd'hui. Tempête. Oui, Mathieu aussi. Et, oui, alors tempête politique, électorale, tempête atmosphérique. Ou bien, si vous préférez, on n'avait pas eu de répit apparemment de 2015 à nos jours. Oui, mais je n'étais pas venu chercher du répit, hein, très honnêtement, Wendell. Je crois que quand on vient en Haïti, c'est un choix voulu, désigné de venir ici parce qu'on vient avec la passion du pays, on vient avec l'envie, effectivement, d'apporter sa contribution. L'Union européenne est assez présente comme acteur ici en Haïti, donc c'était d'essayer d'apporter notre modeste contribution, si je puis dire, aussi à essayer de faire en sorte que le pays enclenche un processus de développement et essaye d'avancer dans cette voie et d'accompagner ses efforts. Et comment avoir de la passion pour un pays qu'on n'a pas connu avant ? Alors, c'est pas tout à fait vrai qu'on l'a pas connu, puisque je crois que vous êtes un petit peu informé, là. Quand on choisit de venir en Haïti, c'est qu'on a une motivation particulière. Certaines viennent pour des motivations de carrière ou autres. Moi, je suis venu parce que j'ai découvert Haïti quand j'étais enfant, quand j'avais 7 ans. Parce qu'à la mort de mon père, ma mère a refait sa vie. Elle a refait sa vie avec un étudiant qui avait fui une dictature à l'époque qui sévissait dans ce pays, dans les années 60. Et ce pays, c'était Haïti. Donc j'ai grandi effectivement avec un beau-père haïtien pendant de nombreuses années. Vous ne l'avez jamais dit? Non, je ne l'ai jamais dit parce que je suis quelqu'un d'assez réservé, un peu timide parfois sur les aspects de ma vie privée, et aussi parce que je ne voulais pas qu'on m'apprécie ou qu'on me juge par rapport à un passé qui était mon histoire personnelle et ma passion personnelle. Maintenant, ma connaissance d'Haïti, effectivement, elle remonte à là. Comme je disais, j'ai grandi en écoutant Chleu, j'ai grandi en mangeant du riz Djonjon et du riz national avec le poulet grillé le dimanche à la maison, parce que je râlais toujours sur mon beau-père, parce que c'est toujours le poulet qui pique, et moi j'étais un petit enfant blanc qui n'avait pas l'habitude de manger une gastronomie aussi épicée, donc c'était un petit peu difficile pour moi, mais c'était passionnant. Et comme il était lui-même historien, il écrivait une thèse sur Toussaint Louverture, donc forcément je dirais que l'histoire d'Haïti et tout ça, ça a bercé un petit peu mon enfance. Oui, donc là vous avez quand même... Je voulais découvrir le pays, donc c'est pour ça que je suis venu, parce que je l'avais découvert par personne. C'est ça. Mais quand vous avez géré, par exemple, l'image ou les images qu'on projetait d'Haïti, les informations qui vous arrivent d'Haïti, qui n'ont pas toujours été bonnes avant votre arrivée. Elle faisait quelque part parfois souffrir, comme évidemment le tremblement de terre de 2010. Donc là, effectivement, on avait eu un élan de générosité, comme ça existait à travers le monde entier. Donc on avait apporté notre contribution à ce moment-là. En même temps, il y avait des éléments d'espoir, puisqu'on tournait la page de la dictature en 86. On espérait effectivement que le pays enclencherait un processus de démocratie, de démocratisation, de gouvernance, avec tout ce que ça devait apporter. C'est vrai qu'après 32 ans, on peut aussi un peu se poser la question, est-ce qu'on n'a pas fait parfois fausse route? Est-ce qu'on ne s'est pas un peu trompé de chemin à certains égards? Et comment est-ce qu'on revient sur si on n'a pas raté l'opportunité non plus? Peut-être, oui, tout à fait. Donc, mais bon, d'autres pays aussi ont des histoires compliquées, traversent des crises et des problèmes. C'est vrai que la situation d'Haïti est un peu particulière dans le sens où ça reste dans la région Amérique, effectivement, le seul pays moins avancé de la
la zone. Donc ça interpelle, ça pose question par rapport à ça sur qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de cette situation. Et comment est-ce qu'on le fait? Il y a une diplomate européenne qui, à la fin de sa mission, nous a confié ici à Métropole qu'Haïti est un pays compliqué. Est-ce que c'est votre point de vue aussi? Je crois que c'est un pays extrêmement complexe, qui a une histoire aussi extrêmement compliquée, qui remonte effectivement à la période de l'esclavage et ensuite de l'émancipation, mais aussi les divisions, parce que très vite on a tué Dessalines. Donc voilà, donc dans l'histoire, on voit qu'il y a parfois cette méfiance qui existe aussi entre les acteurs eux-mêmes, et c'est difficile. Et quand on est en situation de crise comme aujourd'hui, c'est difficile de mettre autour de la table, si je peux dire, et de créer un projet fédérateur entre l'ensemble des acteurs pour essayer de faire avancer le pays dans une certaine direction. On voit de multiples idées qui fleurissent droite et de gauche, qui sont souvent de bonne qualité. Je veux dire, le travail qu'ont fait les états généraux sectoriels, par exemple avec Ronnie Desroches et les différents acteurs, c'est un travail de qualité. Mais comment est-ce qu'on en tire les enseignements? Est-ce que de là, on passe à un projet et à des actions concrètes? Là, ça devient beaucoup plus difficile et compliqué. Et je crois que l'un des grands défis d'Haïti, c'est la gouvernance, très, très clairement pour l'avenir. Et vous n'avez pas réussi à aider? Alors, on a essayé. On a tenté, on a essayé. C'est pas faute d'avoir... Et ça n'a pas marché. Ça a marché quelque part, si, parce que par les élections de 2015 et de 2016, on devient tous des experts électoraux. D'ailleurs, dans ces périodes-là, on fait de l'observation électorale, on travaille sur toutes ces questions. Oui, j'allais justement parler. Et on est sorti de là avec des élections qui ont pu être finalisées après bien des épisodes et bien des désaccords qu'on a pu avoir aussi chemin faisant. Et on a effectivement émergé avec un président élu, un parlement élu, des maires aussi élus, parce que moi je crois beaucoup aussi à la démocratie au niveau local. Je crois que c'est important effectivement d'avoir tout ça. Et ensuite, malheureusement, je dirais que les événements ont fait qu'on a emprunté des voies qui nous ramènent aujourd'hui dans une situation de crise et d'instabilité. Et donc là, on a affaire à une crise qui est à la fois une crise politique, de gestion des éléments politiques, et on a une crise économique et financière qui s'y ajoute. Et moi, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est aussi la problématique de l'insécurité. Parce que... Non, mais avant, monsieur l'ambassadeur, quand vous arriviez en Haïti, il y avait cette crise électorale. Et même la communauté internationale était divisée sur la position à adopter. Par exemple, on sait que l'Union européenne avait déployé une mission d'observation électorale, alors que, si je ne m'abuse, les États-Unis n'étaient pas trop favorables. Si, non, mais on avait même fait un fonds commun pour financer effectivement les élections. Comment aujourd'hui, 4 ans plus tard, qu'est-ce que vous avez à dire, qu'est-ce que vous avez à avancer comme argument pour justifier la position de l'Union européenne, qui, en plus de la mission, vous avez également débloqué des fonds? Oui, tout à fait. Nous, ce qu'on avait demandé, effectivement, c'était qu'on revienne dans un cycle de respect de la démocratie, de respect de l'alternance et du processus. Donc, moi, je suis assez déçu aujourd'hui qu'on n'ait pas de loi électorale, si vous voulez, qui ait été adoptée, parce que le Conseil électoral provisoire a fait un travail très important de capitalisation sur ces élections pour en tirer tous les enseignements. Et aujourd'hui, on devrait avoir une loi électorale. La loi, d'ailleurs, a été rédigée, elle est prête, elle a été soumise, mais elle n'a toujours pas été discutée ni votée. Donc là, on a un problème parce qu'on va se retrouver en octobre sans élection. On n'a pas les éléments pour le faire. Moi, je crois qu'en situation de crise, la manière de régler la crise, c'est d'aller aux élections, à la limite, et de redonner la voix aux électeurs pour qu'ils fassent leur choix et qu'ils décident de qui ils veulent voir gouverner le pays, dans quelle direction, avec quel projet politique on veut le faire. Ça, c'est la voie normale qu'on devrait avoir. Donc là, on ne va pas avoir ces élections à la fin de cette année. C'est vrai que la situation aussi sécuritaire est compliquée, mais je crois que tout le monde a une responsabilité par rapport à cette situation. Puisque nous parlons de votre bilan, et ambassadeur de GR, si l'on reste un peu sur les relations politiques entre l'UE et Haïti, ces relations ont été marquées notamment par
le déploiement de cette mission. Oui. Et puis, il y a la réalisation de dialogues politiques. Et puis, ces visites de haut niveau au siège de l'UE qui ont permis de renforcer les liens politiques 2016 et 2017, avec notamment M. Stefano Manservici, DG de la coopération de l'UE. Et en 2018, avec aussi M. Jean-Christophe Béliard, secrétaire général adjoint du service européen pour l'action extérieure. Là, nous sommes à la fin 2017. Et puis, visite de parlementaires européens. Votre passage aura été également marqué par cet appui au renforcement de la société haïtienne. Société civile. Civile, pardon. Oui, tout à fait. 4 ans plus tard... Le bilan, de ce point de vue-là, le bilan, il est bon, si vous voulez, dans le sens où le dialogue entre l'Union européenne et les autorités haïtiennes est extrêmement riche et intense et permanent, si je peux dire. Aujourd'hui encore, avant mon départ, le président de la République nous a conviés à une réunion cet après-midi, donc pour dialoguer justement sur la crise, les voies de sortie de crise, etc. Donc on a une intensité de dialogue qui a été extrêmement forte. Et je dirais que dans le passé, on dialoguait essentiellement avec l'exécutif. Aujourd'hui, on dialogue avec le législateur, avec les parlementaires, les sénateurs, les députés que je rencontre aussi très, très régulièrement, parce qu'ils ont un rôle, je crois, tout à fait clé à jouer dans le processus de gouvernance du pays. Mais on dialogue aussi, vous l'avez rappelé, avec la société civile. Nous avons même investi beaucoup d'argent, si je puis dire aussi, dans la démocratie par la société civile, parce que moi je crois que le changement dans le pays viendra aussi, d'abord j'espère par les élus du pays qui devront montrer des projets politiques convaincants à leurs concitoyens et électeurs, et je pense que ça viendra aussi par la société civile qui va être en demande de transparence, en demande de reddition des comptes, de meilleure gouvernance, de lutte contre la corruption, dans ce genre de choses. Et donc je pense que la société civile doit jouer un rôle extrêmement actif dans le changement et dans la nouvelle route, si je peux dire, qui doit être tracée pour l'avenir du pays. Et il y a eu toute cette tentative, vous estimez le bilan positif, monsieur l'ambassadeur, mais pour d'autres observateurs, est-ce que la montagne n'a pas accouché d'une souris, quand on sait que jusqu'à présent, il n'y a toujours pas eu de dialogue réel et effectif entre l'exécutif et l'opposition politique? Il y a eu des tentatives, mais bon, dites-nous, jusqu'où l'Union européenne, pendant que vous étiez représentant... On ne doit pas se substituer aux acteurs haïtiens. Je veux dire, c'est pas notre rôle. C'est clair, c'est clair. C'est d'accompagner, c'est d'alerter, c'est d'offrir des opportunités et des possibilités. Là, on parlait est-ce que ces possibilités avaient été refusées? Les possibilités offertes, notamment par l'Union européenne, l'accompagnement, tout ça, est-ce que ça a été un peu refusé? Je pense que non. Nous, le dialogue avec les autorités a fonctionné et a donné les résultats que vous avez évoqués tout à l'heure, les nombreuses rencontres, les nombreux dialogues qu'on a eus. La société civile, c'est une réalité aussi. L'aide au développement, la coopération, on pourra en parler plus en détail, mais là aussi, il y a des motifs de satisfaction. Il y a des motifs aussi de frustration quelque part, mais si on prend les quelques chiffres au niveau de notre coopération, quand je suis arrivé, on était à un taux de décaissement de 25%, on est passé à 82% aujourd'hui, ce qui veut dire que c'est pas simplement que l'argent est dépensé, c'est que les travaux sont faits et qu'on paye contre les factures des travaux qui ont été réalisés. Donc je sais qu'avec satisfaction, avec Charles Jean-Jacques, qui est mon interlocuteur au niveau du gouvernement haïtien, on s'est battu pendant 4 ans, si je peux dire, pour que l'aide au développement se fasse sur le terrain et qu'en dépit de toutes les difficultés et toutes les contraintes que l'on a, c'est que l'on puisse avancer. On pourra parler de quelques réalisations particulières qui sont là. La même chose, quand je parle de dialogue avec les autorités haïtiennes, c'est aussi quand on parle d'investissement, je veux dire de présence européenne ici en Haïti. Je crois que l'Union européenne est le principal investisseur aujourd'hui dans le pays. Il n'y a pas assez d'investisseurs, je pense qu'il en faudrait beaucoup plus, en tout cas, mais la réalité, c'est celle-là. Et ça me permet d'avoir un dialogue avec les autorités haïtiennes pour discuter de l'environnement des affaires, de l'insécurité et de ce que ça fait peser comme risque sur l'investissement. Voilà, ça me permet effectivement d'avoir ce type de
discussion et de dialogue avec mes interlocuteurs et de leur suggérer, après c'est à eux de décider, mais c'est de leur suggérer certaines pistes de sortie. Mais encore une fois, on ne peut pas se substituer non plus et c'est pas notre rôle. Hein. On est ici de passage. C'est pas notre pays, c'est votre pays. C'est à vous de l'assumer et d'en décider. Et pour les relations de coopération, est-ce que vous avez identifié les facteurs de blocage, par exemple? Les facteurs de blocage, ils peuvent être à différents niveaux. Bon, il y a des questions techniques qui peuvent se poser. Lorsque vous faites une route, la question des expropriations est souvent difficile à gérer et à suivre. Et là, le rôle de l'État est tout à fait essentiel. Plus globalement, lorsque l'on veut mener des politiques, ce qui est important, c'est d'avoir une vision stratégique de la politique que l'on veut mener. Même si je parle de la politique de la route aujourd'hui, j'ai des difficultés. On nous demande de construire des routes, c'est une bonne chose, mais il me manque une politique de la route, une vision de la route, une politique de la sécurité routière, une politique de la charge à l'essieu. Moi, j'ai écrit 3 fois, je crois, au ministre des Travaux publics pour lui dire qu'en parlant de Morne-à-Cabri, la route que l'on a refaite il y a quelques années, en disant il y a 2 choses qui me manquent. Un, c'est que vous gériez les carrières différemment, parce que c'est pas normal qu'on obstrue les canaux d'évacuation d'eau et on fasse passer les camions qui pourraient accéder aux carrières comme ça. Il faut mettre des passerelles, il faut faire des choses là. Et surtout, il faut que les camions ne soient pas surchargés, parce que si vous faites rouler des camions surchargés sur une route, vous pouvez la refaire tous les 2 ans. C'est à peu près ça le problème. Donc on ne peut pas nous demander de nous engager dans un processus de développement, de construire des routes, et dans le même temps de perdre le patrimoine, entre guillemets, qu'on est en train de mettre en place. Haïti a comme ça perdu 1000 km de route en 15 ans. Je veux dire, voilà, donc par problème de manque de politique, de manque d'entretien, voilà. Donc moi je me bats avec mes interlocuteurs haïtiens, que ce soit au niveau du gouvernement, mais aussi du Parlement, pour qu'on mette des politiques publiques en place dans ces différents domaines qui sont les domaines où nous intervenons. Mais donc ça, c'est un élément qui, moi, me manque, si vous voulez, au niveau vous parlez de structurel, de problèmes structurels qu'on peut rencontrer. Je pense que ça, c'est un des éléments structurels. L'autre élément, très certainement, moi, comme vous avez parlé, je suis arrivé en 2015. Depuis 2015, dans les 4 ans de ma présence, j'ai quand même eu 3 présidents. Le président Martelly, le président Privert et ensuite le président Moïse aujourd'hui. Mais je crois que c'est 7 premiers ministres, je crois, au total. Je n'ai pas compté les ministres de ces... Donc il y a un problème aussi structurel qui est celui de l'instabilité, parce que lorsque vous avez un interlocuteur ministériel qui est très changeant ou qui n'a pas de la durée, si vous voulez, pour imprimer sa marque, sa politique dans le processus, évidemment, c'est beaucoup plus difficile à réaliser. Alors, il y a toujours des équipes techniques avec qui on travaille et qui font avancer les choses, mais l'impulsion politique, je crois, est importante. Donc, il y a un besoin, je crois, effectivement, de retrouver aussi de la stabilité au niveau de la direction politique, y compris au niveau des directions techniques, si je puis dire. En ce qui concerne les camions qui exploitent les carrières de façon anarchique, si je crois bien comprendre... Oui, enfin bon, moi mon problème c'est la route, si vous voulez. C'est moi qu'on exploite les carrières, c'est pas mon sujet, si vous voulez. Moi mon sujet c'est que il faut que ce soit au détriment, pas que ce soit au détriment de la route, de l'entretien et de la construction de la route. Après c'est un problème que l'État doit gérer en matière d'exploitation des minières et carrières. Il faudra un peu d'autorité aussi. Oui, c'est clair qu'il faut mettre en place. Pour aller de la politique de sécurité routière tout à l'heure, moi j'ai appris récemment dans les discussions que dans les années 90, il y avait des contrôles sur les véhicules. Chaque année, je crois, il fallait apporter son véhicule au contrôle technique pour vérifier si les freins fonctionnent, si on ne pollue pas trop, etc. Or, c'est quelque chose qui, malheureusement, n'existe plus aujourd'hui. Donc, on parle beaucoup des accidents de la route et autres. Je pense qu'il y a une partie d'entre eux, une partie c'est peut-être de l'excès de vitesse ou des conduites un peu dangereuses, mais une partie aussi peut être due à des problèmes techniques de freins, de direction et autres qui peuvent se poser. Donc, on a besoin, je crois, de retrouver aussi de la politique au sens noble du terme, si je puis dire, de la direction, effectivement, dans la vie publique. Donc il faudra une politique
routière, sur la sécurité routière, restaurer aussi l'autorité de l'État. C'est un exemple. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres exemples auxquels on pourrait appliquer cet axiome, si vous voulez. Donc, la route Mirbalais-Las Caobas, 21 km de long, c'est ça? Oui, on va réceptionner aujourd'hui, ce matin. Quand je dis qu'il y a des travaux qui se font, ben voilà, donc c'est une route qui nous a donné beaucoup de cheveux blancs, quelque part, parce qu'on a eu pas mal de retard et de difficultés pour les réaliser, parce que bon, on a parfois des problèmes avec les contractants. Est-ce que vous êtes satisfait? On a dépensé, moi, je suis satisfait, oui, parce qu'on a investi 30 millions d'euros pour la construction de ce tronçon. Alors, je suis d'abord satisfait que la route soit terminée, ça c'est un premier point, et que les usagers puissent en profiter et en bénéficier aujourd'hui. Donc ça, c'est un motif de grande satisfaction. Vous savez que notre objectif fondamental, c'est la RN3, donc c'est cette colonne vertébrale, comme je dis, entre Cap-Haïtien et Port-au-Prince, pour que les gens de Port-au-Prince puissent aller visiter la citadelle un jour, parce qu'il faut avoir une route, effectivement, qui aille vers le nord. En 3 heures, 3h30, on devrait pouvoir rejoindre les deux capitales du sud et du nord, si je puis dire, du pays dans ce contexte-là. Donc ça reste. Et là, on a progressé. Aussi, on parlait du bilan tout à l'heure. Aujourd'hui, on est en train de finaliser le tronçon entre Hinches et Saint-Raphaël. Et j'espère qu'on va pouvoir, encore l'année prochaine, lancer la dernière tranche de travaux entre Saint-Raphaël et Barrière Battante. Et donc, j'espère que d'ici 3 ans, on va dire, dans 3 ans, on aura cette route achevée. Pourquoi les travaux ont si duré ? Parce que quand on a des travaux, parfois il y a des contractants qui ne livrent pas ce qu'on leur demande ou qui ne font pas conformément au cahier des charges. Ça nous a amené d'ailleurs sur cet axe-là à annuler un contrat de travaux. Donc après, il faut relancer les appels d'offres, il faut d'abord gagner son procès contre la société en question, et ensuite il faut relancer donc ça peut prendre des années. Et moi, quand je suis arrivé, tout était à l'arrêt, effectivement, là-dessus, et donc on a pu, gagner notre procès au tribunal, et ensuite relancer l'appel d'offres et contractualiser avec des nouveaux contractants qui aujourd'hui réalise ces travaux. Après, on a des blocages aussi parce que parfois, quand on va chercher les graviers dans la rivière, alors qu'on a l'autorisation de la mairie pour le faire, il y a des gens qui vous disent non, c'est pas la mairie, c'est avec moi qu'il faut négocier. Voilà, donc on a ce type de difficultés qu'on peut rencontrer. Oui, ça se répète parfois avec une certaine acuité, si je puis dire. Ça m'est déjà arrivé sur plusieurs cas de chantier, on a eu des problèmes identiques. Ou alors on a, comme je disais, des problèmes d'expropriation, des gens qui viennent contester que l'expropriation a été faite en bonne et due forme. C'est pas ça c'est la responsabilité de l'État, effectivement, d'assurer ce type d'action. Ensuite, on a parfois la population locale qui est un petit peu, comme vous le savez, en désarroi et qui recherche de l'emploi à tout prix et qui prend parfois en otage tel et tel contractants ou travaux qui bloquent les camions, etc., pour des revendications sociales locales. Donc on essaye aussi, quand on fait ce type d'infrastructure, d'avoir des petits programmes sociaux, parce qu'ils demandent éventuellement qu'on ajoute une route qui permette l'accès à l'école ou l'accès à la mairie ou que sais-je, ou à un village. Donc des programmes sociaux... Mais qui n'est pas prévu dans le cahier des charges initial. C'est ça, donc des programmes parallèles, des programmes sociaux parallèles aux travaux d'infrastructure. Voilà, il faut accompagner parfois un peu avec des mesures sociales. Mais là, c'est l'État qui doit aussi jouer pleinement son rôle. Et son rôle aussi de dialogue avec les communautés. Je crois que ça, c'est un point extrêmement important que l'on néglige parfois quand on fait ce genre d'investissement. Et moi, je l'ai vu dans la politique urbaine en ville, ici. Donc, c'est l'aspect participation et appropriation par les populations locales des infrastructures qui sont réalisées. Et ça occasionne parfois des retards assez sérieux. Donc, oui. Mais donc, malgré toutes ces difficultés, oui, on a eu quelque chose. On a avancé, on a réussi à progresser, et aujourd'hui, les choses se font. Et comme dit, la route Mirbalais-Las Caobas-Belader, elle va être livrée aujourd'hui. Donc moi, je suis satisfait. Mais en même temps, j'ai une frustration, Wendell. Pourquoi ? C'est que on devait faire
aussi dans ce contrat le contournement de Belader et le contournement de Las Cobas. Et malheureusement, on n'a pas pu les faire parce qu'on n'a pas eu... malgré le financement. Malgré le financement disponible, on n'a pas fait les expropriations nécessaires. Les tracés, si vous voulez, de contournement n'ont pas été faits dans les délais, etc. Et donc malheureusement, l'argent, si je puis dire, n'aura pas été décaissé pour ça. Donc ça, c'est des aléas. Donc c'est là qu'il faut peut-être renforcer la capacité. C'est ce qu'on fait d'ailleurs. On investit beaucoup dans la capacité du ministère à mieux gérer, si vous voulez, ce type de situation. Et je crois que ça a progressé ces dernières années. Donc j'espère qu'on va continuer ces efforts et continuer ces bons résultats qu'on a pu obtenir dans ce contexte-là. Mirebalais, Las Cobas, Morna Cabri, 21 km, démarré en 2014 pour 30 millions d'euros. Las Cobas Belader, 30 km, jusqu'à la frontière avec la République dominicaine. L'enveloppe était de 34 millions d'euros. Et finalement, poursuite de la réhabilitation de la route nationale numéro 3 au niveau du tronçon Saint-Raphaël, 48 km avec un financement d'environ 50 millions. Vous parlez justement de ce montant-là qui n'aurait pas été... Moi, je parlais de Las Cobas Belader, effectivement, qu'on n'a pas pu décaisser une partie des fonds parce que justement, on n'a pas eu... les contournements n'ont pas été programmés dans les temps, n'ont pas été dessinés dans les temps. Il y a un autre élément qui n'a pas été fait, c'est qu'on devait construire aussi 3 stations de pesage. Je parlais tout à l'heure de la charge à l'essieu des camions surchargés. Oui, donc l'idée aussi, je n'ai pas besoin de vous rappeler que les camions haïtiens ont l'habitude de les détruire. Hein. Voilà, donc il fallait effectivement... on avait l'argent pour installer 3 stations de pesage à la frontière à Belader. C'était logique aussi d'avoir à l'entrée sur le pays, effectivement... Pourquoi on n'a pas pensé à celle qui était sur la route de Léogane nous, on voulait faire sur cet axe-là. Donc, c'était prévu entre Belader et Morlaix-Cabri, si vous voulez. Hein. Donc, et malheureusement, on n'a jamais eu les terrains alloués pour pouvoir réaliser ces investissements. Mais je crois que en fait, probablement le problème plus profond, c'est qu'on a une difficulté à mettre en place une politique de contrôle, si vous voulez, dans ce contexte-là. Et peut-être qu'il faut un meilleur dialogue entre l'État, les syndicats des transporteurs et autres pour que tout le monde comprenne que c'est dans l'intérêt de tous, finalement, de protéger le patrimoine routier qui est celui des chauffeurs, celui des poids lourds, celui de tous les utilisateurs de la route. Et que pour le faire, il faut un minimum de contrôle, de surveillance qui doit être mis en place. C'est comme pour la sécurité routière dont on parlait tout à l'heure. Donc je crois c'est là qu'il y a, quand je parlais de gouvernance tout à l'heure, je crois qu'il y a un vrai besoin effectivement de retrouver de la bonne gouvernance, de la bonne gestion, si je puis dire aussi, et collective. C'est pas juste au niveau des dirigeants, mais je crois qu'il faut qu'au sein de la population, au sein des groupes de syndicats et autres, que l'on comprenne l'intérêt collectif qu'il y a à voir ça. Et c'est là peut-être une difficulté parfois en Haïti, c'est qu'on a du mal à faire ce lien entre tous les acteurs, justement, à avoir ce dialogue et de dégager une politique consensuelle, si on veut, entre tous les acteurs de ce point de vue-là. On va observer la pause. Au retour, on pourra parler, par exemple, de la sécurité alimentaire. Bien sûr. Il y a une dernière annonce qui avait été faite, c'était la semaine dernière. Tout à fait. Pour aider les personnes en situation d'insécurité alimentaire. Près de 9 millions, je crois, avaient été débloqués. On pourra aussi parler de l'environnement et les changements climatiques. Mais avant, monsieur l'ambassadeur, avant la pause, vous diriez quoi à ceux qui pensent que souvent les montants débloqués par les bailleurs sont retournés à leur source via des experts, notamment. Ça peut se produire, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le contrat qui était de 30 millions pour le contournement de Las Cobas, Belader et les stations de pesage, sur les 30 millions, il y a 17 millions, 18 millions qui n'ont pas été utilisés, si vous voulez, parce que le contrat qui avait été prévu initialement n'a pas été respecté par les deux parties. Donc l'État haïtien, quelque part, a perdu, si vous voulez, cet investissement. Et effectivement, l'argent n'a pas été décaissé. Mais on essaye, évidemment. Nous, on essaye d'éviter ce type de situation. Alors, le sens de ma question, c'est que même quand l'argent aura été décaissé, une bonne partie est retournée.
Non, je pense non. Franchement, comme je disais tout à l'heure, nous de notre expérience, c'est tout le contraire. Si je veux dire, on est aujourd'hui au niveau des décaissements que j'évoquais tout à l'heure, on est à 82%, on sera à 92% normalement à la fin de l'année, lorsque la route Saint-Raphaël aura été achevée, bouclée. Donc on va arriver à des taux d'absorption qui sont des taux d'absorption tout à fait élevés. Et justement, ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre en place des assistances techniques, de mettre en place des soutiens dans les ministères pour leur permettre effectivement d'améliorer leurs compétences, leurs capacités, pour justement faire en sorte d'absorber cette aide qui est disponible. Mais pour l'absorber et pour bien l'utiliser, il faut qu'en contrepartie, l'État fasse sa partie du travail, effectivement. Merci, monsieur l'ambassadeur. On va observer la pause et on revient pour d'autres sujets et d'autres questions. Avec grand plaisir. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ambassadeur de l'UE, Vincent Legère, est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. À tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading MSC Trading, c'est plus pour moins. et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Merci de l'intérêt. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Avec nous sur le plateau ce matin, l'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, monsieur Vincent Legère, avec qui on fait le bilan puisqu'il doit quitter le pays. Il fait déjà ses valises, quitte le pays demain. Et donc, il nous fait le plaisir de présenter aux Haïtiens le bilan de ses réalisations, encore le bilan des réalisations de l'Union européenne en Haïti. Alors, comme annoncé, nous allons sans tarder parler de l'aide de l'UE à Haïti pour faire face à l'insécurité alimentaire. Vous annoncez 9 millions. Oui. Déjà débloqué ou... Oui, 9 millions, c'est de l'aide d'urgence qui a été Quel est le circuit débloquée. Quel est le circuit? Comment Comment on dépense? Tout simplement, on fait un appel à proposition pour ces 9 millions. On invite effectivement les partenaires qui travaillent dans ce domaine de l'aide d'urgence sur le terrain à nous soumettre des propositions. Et ensuite, on va sélectionner 4 ou 5 propositions qui seront mises en œuvre pour ces 9 millions. On va contractualiser, j'espère, d'ici 15 jours, que les contrats seront signés. Et donc, on va pouvoir effectivement apporter cette aide qui sera certainement, comme dit, c'est de l'aide d'urgence. Donc, ça va être certainement des transferts monétaires essentiellement qui va être distribués dans les zones les plus durement affectées par cette insécurité alimentaire. Vous avez C'est de l'urgence, c'est de l'aide d'urgence, comme je dis. C'est pas suffisant du tout. Ça permet juste de répondre à l'urgence. Un sursis à des populations en souffrance. Ce qu'il faut, à côté de ça, c'est mettre une politique de sécurité alimentaire et nutritionnelle en bonne et due forme en place pour éviter qu'on se retrouve à chaque fois, selon les saisons, selon les aléas climatiques, etc., dans des situations d'urgence comme ça. Vous intervenez combien de fois déjà pour aider Haïti à faire face à des situations d'urgence? Bon, on sait que vous êtes intervenu après Mathieu. Pour moi de Mathieu, oui, tout à fait. Et donc, après, il y a eu plusieurs interventions de ce genre? Non, on n'a pas eu d'autres interventions d'urgence après Mathieu. Là, c'est à nouveau une intervention particulière humanitaire que l'on a. Et moi, ce que je voudrais justement, c'est qu'on essaye de travailler sur des politiques à long terme qui nous permettent d'éviter qu'on soit dans cette situation. Je veux dire, Haïti, quand on parle d'alimentation, il y a 20 ans, 80% des besoins alimentaires haïtiens étaient couverts par la production locale haïtienne. Le chiffre est tombé aux alentours de 40% aujourd'hui. Donc c'est ce déclin qu'il faut inverser, qu'il faut arrêter et qu'il faut inverser pour essayer de retrouver effectivement de la production agricole, retrouver effectivement la capacité de nourrir sa population. Les terres haïtiennes sont riches, quelque part elles ont la potentialité de le faire. Il faut les exploiter mieux, je dirais, dans ce contexte-là. En même temps, il faut tenir compte des changements. Il y a des changements climatiques qui sont en train d'impacter, donc il faut peut-être adapter les cultures. On fait des travaux dans ce domaine avec le ministère de l'Environnement pour essayer effectivement de trouver
des cultures qui soient climato-compatibles, si je puis dire, avec les nouvelles réalités d'aujourd'hui. Donc il y a tout ça, tous ces efforts qui doivent être engagés. Sécurité alimentaire et nutritionnelle, environnement et changement climatique, on a l'impression que nous faisons face à une situation de Caribe en Chila régulièrement. Aujourd'hui, on parle encore, vous et moi, nous parlions de Mathieu, nous parlons de l'aide d'urgence, et au moment même où nous parlons, il y a une tempête tropicale qui menace Haïti, qui approche. Bon, j'espère d'abord que la tempête ne va pas heurter Haïti. Je pense qu'elle a pris une trajectoire qui va l'emmener un peu plus au nord. On espère qu'elle va éviter l'île d'Hispaniola. Vous serez déjà parti. Non, mais je garderai certainement l'information avec moi. Donc, non, j'espère que ça va éviter Mais au-delà de ça, comme vous dites, je crois qu'il faut aussi qu'on apprenne à renforcer la résilience en général. C'est un mot un peu compliqué, la résilience, mais la capacité de résister effectivement à ces phénomènes climatiques. Or, Haïti reste malheureusement un pays très fragile. Et là, on tombe sur les problèmes de construction, les problèmes d'urbanisation, tout ça qui fait partie des efforts qu'on doit mener dans ce contexte. Alors, de l'argent pour les routes, de l'argent encore pour la sécurité alimentaire. Oui. Et on parle aussi de 40 millions d'euros, plus 10 millions d'euros pour contribuer au relèvement du Grand Sud en termes social et économiques, dans l'optique post-Mathieu. Oui. Encore, mais il y a aussi autre chose. Il y a 6 millions pour les changements climatiques et les problèmes d'ordre environnemental. Tout à fait. Donc, parce qu'on voulait accompagner l'État haïtien dans la préparation et la prévention, on va dire, en termes climatiques. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord qu'il y ait une prise de conscience au niveau de l'État haïtien que ces changements climatiques vont impacter le pays et ses capacités de production, etc. Donc, il faut adapter à ces nouvelles réalités. On travaille sur les cultures alternatives que l'on peut mettre en place. Dans la Grande Anse dont vous parliez tout à l'heure, moi j'ai visité il y a quelques semaines effectivement là-bas, c'est de recréer le jardin haïtien, de refaire de la plantation de cacao, de café, etc. lorsque c'est possible, mais d'avoir des cultures alternatives aussi pour avoir une diversité, si vous voulez, de production. Qui, si un produit est affecté, il y aura d'autres produits qui permettront de compenser, entre guillemets, le revenu de la famille et de permettre de boucler l'année, si je peux dire, dans de meilleures conditions. Donc on travaille sur toutes ces problématiques avec le ministère de l'Agriculture, avec le ministère des Affaires sociales, parce que la nutrition, souvent, ça concerne aussi les enfants, et un enfant sur 3 en Haïti est en malnutrition chronique, donc il faut détecter ces enfants qui sont dans ces situations de malnutrition et puis leur apporter le traitement à l'hôpital éventuellement s'il y a besoin d'hospitalisation. Mais après, quand ils reviennent dans leur famille, il ne faut pas que le cycle reprenne. Donc il faut vraiment avoir une politique d'accompagnement social qui permette d'éviter qu'on retombe dans cette situation ultérieure. On dit souvent que tout est priorité, tout est prioritaire en Haïti. C'est prioritaire, oui, tout à fait. Et en Haïti, qu'est-ce qui définit les domaines d'intervention? Est-ce que ça se fait de manière conjointe ou bien... Oui, c'est l'État haïtien en négociation avec nous on fait ça tous les 7 ans. Hein, donc c'est quelque chose qui est très programmé, très longtemps à l'avance. L'État haïtien arrête les 3-4 priorités principales sur lesquelles il souhaite que nous concentrions nos interventions. Donc on a parlé tout à l'heure, la route et les infrastructures. La sécurité alimentaire et nutritionnelle, c'est l'autre domaine qui a été identifié. Et en termes de changements concrets, réels, palpables, ce sont sûrement... On a parlé des routes. On a parlé des routes tout à l'heure, on a parlé de la politique urbaine, on en parlera peut-être encore tout à l'heure, parce qu'on parlait de la résilience, changement climatique, mais aussi tremblement de terre, hein, donc à partir de l'expérience de 2010. Donc ça a été fixé aussi comme l'une des grandes priorités sur lesquelles l'État haïtien nous a demandé d'intervenir. Et l'autre dernier domaine qui n'est pas négligeable, c'est l'appui budgétaire, puisqu'on nous demande aussi de financer à travers l'appui budgétaire les grandes réformes de l'État, que ce soit la réforme des finances publiques ou que ce soit la réforme de l'administration publique au sens large. Oui, mais vous n'intervenez pas n'importe où. Non, ça fait comment? C'est à partir des priorités définies. C'est à partir des priorités définies par l'État haïtien, effectivement. Et je sais que les infrastructures font partie des priorités définies par l'UE.
Non, c'est pas ça? Les priorités définies conjointement, État haïtien et Union européenne, effectivement. Vous décaissez des fonds pour les routes, Oui, les ponts aussi, oui, bien sûr. l'éducation aussi? Alors l'éducation, on le fait à travers l'appui budgétaire aujourd'hui, donc c'est effectivement, dans l'appui budgétaire, il y a une réforme de l'éducation qui est également financée. Et ça avance comment pour l'éducation? Ça avance difficilement et ça prend beaucoup de temps. Vous savez qu'il y a 2 axes sur lesquels on est intervenu. D'une part, c'était le plan décennal d'éducation qui devait être prêt en 2017 et qui ne sera prêt, j'espère, qu'à la fin de cette année, mais j'espère qu'il va être finalisé de manière à avoir une vraie politique nationale éducative qui soit définie, parce qu'il y a des tas de difficultés dans le monde éducatif haïtien aujourd'hui qu'il faut appréhender. Et puis, c'est aussi de renforcer la capacité de gestion du ministère de l'Éducation. C'est à ce niveau. Il y a là on n'est pas là difficultés aussi. On ne construit pas les écoles? Non, nous ne construisons pas d'école. Il y a d'autres acteurs qui construisent des écoles. Il y a la BID ou la Banque mondiale. On forme des formateurs, on forme des professeurs. Alors c'est ce qu'on avait envisagé de faire et pour l'instant on ne le fait pas encore parce que la politique n'a pas été encore mise en place. Sur le plan culturel, l'UE fait quoi? Sur le plan culturel, l'Union a financé différents programmes de soutien à la culture haïtienne à travers le temps. On a aussi financé la rénovation du village des Noailles, par exemple, qui a été une des grandes réalisations que l'on a faites et qui, je crois, aujourd'hui est un modèle qui pourrait être peut-être reproduit dans d'autres parties du pays, sur d'autres secteurs culturels. Donc on vient de lancer un appel à proposition, d'ailleurs, dans ce domaine aussi. Puis on a stimulé les jeunes talents haïtiens, chanteurs, danseurs ou artistes peintres pour faire leur promotion dans la Caraïbe et au-delà dans le monde entier. Parlez-nous du programme d'appui à la reconstruction et à l'aménagement de quartiers. En quoi consiste ce programme? C'est un programme qu'on est en train d'achever, qui est un programme suite au tremblement de terre qui visait à recréer l'aménagement de quartiers. Donc c'est l'aménagement de ravines, c'est l'aménagement de services de proximité, des lavoirs, des douches, des toilettes publiques, des choses comme ça qui vont être adaptées, des espaces de jeu aussi ou des espaces de conférences dans les quartiers pour recréer du tissu social au sein des différents quartiers. Moi, c'est quelque chose qui m'a passionné parce qu'il y a 2 ans encore, je me suis baladé dans Grand Ravine où effectivement on avait réaménagé les corridors, refait la ravine de Grand Ravine, donc cette ravine qui traverse tout le quartier, reconstruit un certain nombre de maisons aussi dans ce contexte-là. Ou alors j'étais allé à Carrefour, à Tissou, à Zapoti, et voilà, dans cette zone-là, parce qu'on avait élargi la route qui permettait de reconnecter l'ensemble de ces quartiers avec la route nationale 2 qui passe en bas dans Carrefour. Mais là, c'était effectivement de permettre la circulation et le lien social à l'intérieur de ces quartiers. Alors quand je dis ça, je parle de ça avec un petit peu de nostalgie parce que aujourd'hui, malheureusement, je ne peux plus retourner faire ce genre d'inauguration à Grand Ravine ou les choses se sont détériorées. Ou à Carrefour. Donc malheureusement, je dirais, en dépit, si vous voulez, de ces réalisations qu'on a pu faire, aujourd'hui, du fait de l'insécurité, effectivement, ces investissements ne produisent pas les effets qu'on aurait pu souhaiter les voir produire. Donc les infrastructures existent, elles sont toujours là, et tant mieux, mais malheureusement, on n'a pas la possibilité, on n'a plus une présence de l'État qui soit assez forte dans ces zones. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir remettre de l'ordre, si je puis dire, dans la question sécuritaire en Haïti de manière urgente. Mis à part les programmes de l'État et que vous financez, que l'Union européenne finance, est-ce qu'il y a des projets particuliers, est-ce qu'il y a des projets de particuliers que vous financez aussi? Non, en général, on ne le fait pas. Mis à part certains domaines un petit peu particuliers, comme je disais tout à l'heure, la société civile. Donc là, quand on fait du soutien à la société civile, là, c'est du financement direct d'acteurs de la société civile. Sinon, l'intégralité de nos financements passe par les priorités, comme dit, qui sont définies en partenariat avec l'État haïtien. Ça fait partie de nos principes de développement mondial, si je peux dire. C'est d'avoir un partenariat avec l'État et que ce soit l'État qui assume la responsabilité, effectivement, de l'utilisation des fonds pour qu'il y ait une appropriation également
des politiques et des ressources pour mener ces actions. Vous allez partir, monsieur l'ambassadeur, avec un drôle de sentiment que bien les choses sont à refaire, non? Comme je disais, non, je pense que sur le dialogue, je pense qu'on a avancé. Sur la question des infrastructures, les progrès sont là et les réalisations sont au rendez-vous. Là où la frustration existe plus, c'est au niveau de la stabilité, effectivement, à la fois politique et la stabilité sécuritaire dans le pays. Et malheureusement, la dernière année nous a fait prendre une tendance qui est une tendance négative de ce côté-là. C'est pour ça que nous avons fait une déclaration au mois de mai en alertant sur les risques encourus à l'heure actuelle. Et nous espérons qu'il y aura un ressaisissement, si je peux dire, des autorités politiques. Et quand je parle de ça, c'est pas seulement du côté de l'exécutif. On voit bien que depuis 13 mois, on a passé 7 mois sans gouvernement. Donc ça pose un problème assez sérieux de gouvernance de ce point de vue-là. Donc il va falloir effectivement retrouver de la stabilité. Et ça passe aussi par l'adoption de lois, ça passe par l'adoption d'un budget, ça passe par des priorités importantes qu'il va falloir mettre en œuvre. Moi, j'ai effectivement quelques frustrations au niveau législatif. Comme j'ai dit souvent, on parle de l'efficacité de l'aide, on en a parlé tout à l'heure. Pour que cette aide soit plus efficace et donne de meilleurs résultats, il faut aussi que l'encadrement légal, que l'atterrissage de cette aide sur le terrain soit dans un environnement propice. Il faut l'implication de tous les acteurs. Comme je dis, moi, l'aide, c'est comme l'eau. Vous versez de l'eau dans le sable, rien ne va pousser. Vous versez de l'eau dans un terreau fertile, c'est une prolifération de plantes et de fleurs qui va émerger. Donc c'est un petit peu ça le principe. Donc avec mes collègues de la communauté internationale, on avait identifié à peu près 74 lois qui nous paraissaient urgentes d'adopter pour améliorer. Donc j'espère qu'on va pouvoir prendre, lorsqu'il y aura une stabilité politique retrouvée, on va pouvoir prendre cet agenda, en tout cas avoir un dialogue entre l'exécutif, le législateur et la communauté internationale pour essayer effectivement d'aborder ces questions. Les lois, quand je vais parler des lois sur le transport, on a parlé tout à l'heure, mais je pourrais multiplier les exemples. Quand je suis arrivé, on m'a parlé du code pénal et du code de procédure pénale comme étant la loi clé qui allait apporter des grands changements au niveau de l'environnement de la justice en Haïti. Mais aujourd'hui, ces lois ne sont toujours pas au rendez-vous. En tout cas, elles ont été discutées, elles ont été présentées, mais elles n'ont pas été adoptées à ce jour. Et il y a une liste, comme je dis, extrêmement longue dans tous les différents domaines. Donc là, on dira par exemple paresse du côté des législateurs, mauvaise gouvernance sur le plan politique. Moi, je ne sais pas si c'est c'est vous qui dites paresse. Moi, je n'ai pas utilisé ce mot, mais je sais que vous n'allez pas l'utiliser en tant que diplomate. Non, mais il y a un besoin, je crois, en tout cas, de dialogue entre les gouvernants du pays, la communauté internationale aussi, pour essayer de trouver les voies et les moyens d'améliorer la situation générale. Et ça passe. Regardez, moi j'ai dû faire des rapports à Bruxelles parce qu'on va démarrer un nouveau cycle de programmation. On va refixer les priorités pour l'avenir avec l'État haïtien et on regarde les indicateurs. C'est vrai que les indicateurs en termes de doing business, en termes de corruption, en termes d'indices sociaux, etc., se dégradent. En termes de sécurité, évidemment, aussi. Donc, il y a quand même un diagnostic qui est un diagnostic difficile aujourd'hui sur l'environnement haïtien. Donc il faut essayer de prendre ce diagnostic, je pense, et de trouver les bons remèdes. Et ça passe notamment, mais pas exclusivement, par de la meilleure gouvernance, par une stabilité politique et des ministres qui sont avec des politiques bien fixées et qui restent, si je puis dire, aux commandes pendant un certain temps pour mener à terme ces différentes politiques. Ça implique aussi que du côté légal, on crée un environnement légal qui soit propice au développement des affaires, par exemple, pour prendre un autre exemple, ou alors que l'on ait une loi sur l'irrigation. On n'a pas de loi sur l'eau aujourd'hui, donc la gestion de l'eau est difficile et problématique. Et on pourrait multiplier les exemples dans les différents domaines. On parle de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il n'y a pas de politique aujourd'hui définie de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Elle est en train d'être préparée, donc j'espère qu'elle va être adoptée par le gouvernement lorsque le gouvernement sera en place.
Et il y a une loi sur la sécurité alimentaire qui doit être aussi présentée et adoptée par le Parlement. On a parlé de la loi électorale tout à l'heure. Cette loi, elle est préparée, elle existe depuis novembre de l'année dernière. Elle a été transmise au Parlement, donc il faut que ces textes législatifs soient débattus par le Parlement. Vous avez déjà prévu les fonds pour les prochaines élections? Non, pour l'instant, nous n'avons pas été sollicités par l'État haïtien sur cette question-là. Ce qu'on a fait, par contre, c'est qu'on a apporté de l'appui technique au CEP pour lui permettre, effectivement, de préparer ces lois. Et on était en train de mettre en place des appuis techniques pour l'aider à organiser les futures élections. Et mettre en œuvre, donc, la loi qui devrait être adoptée. Voilà. Et dans cette loi, il y a, par exemple, aussi la participation des femmes. D'ailleurs, ma successeur sera une femme. Donc, vous voyez, donc, du côté de l'Union européenne, on va féminiser les choses. Donc, on a une politique, effectivement, dans ce domaine. Et moi, je souhaiterais aussi que du côté de l'État haïtien, et notamment dans la vie politique haïtienne aussi, il y ait une place qui soit plus forte donnée aux femmes. Aujourd'hui, on a 97% d'hommes qui siègent au Parlement haïtien. Donc, ça ne reflète pas, je dirais, la population haïtienne telle qu'elle existe aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a des choses dans la loi qui ont été apportées, qui sont des grandes avancées. Il faut que ces avancées soient consolidées par le vote, effectivement, et leur adoption par le Parlement. Donc il y a énormément de travail qui doit être fait. Donc j'aimerais qu'on puisse travailler ensemble pour la bonne réalisation de ce travail, parce que je crois que la population a besoin de trouver de l'espoir, a besoin de retrouver de l'emploi, a besoin de... Et malheureusement, ces derniers mois, on a plutôt détruit de l'emploi que créé de l'emploi avec l'instabilité. On voit bien dans le domaine du tourisme aussi, c'est quand même un domaine, c'est 12% du PIB du pays, et c'est un domaine où on a connu quand même un certain nombre de difficultés ces derniers mois. Oui. Alors qu'il y a des potentialités. Alors que la contradiction, elle est là, si vous voulez. Oui. C'est que d'un côté, il y a des potentialités énormes ici, et l'exemple dominicain le prouve chaque jour, qu'il y a effectivement une attractivité potentielle touristique mais non exploitée, qui est non exploitée, voire qui est négative aujourd'hui, parce que le problème d'insécurité impacte. Et même sur l'investissement dont on parlait tout à l'heure. Bon, moi, les entreprises européennes sont très présentes en termes d'investissement, mais elles connaissent aussi des difficultés. Lorsque vous devez livrer de la bière dans certaines zones du pays, et l'insécurité ne fait pas alimenter vos antennes, de téléphonique, vous avez un problème, parce que l'insécurité ne fait pas partie des priorités de l'Union européenne. On a la police, on a l'armée aujourd'hui. Alors moi, j'ai évoqué cette question avec le président en disant, est-ce que pour la prochaine programmation, parmi les priorités que l'on va devoir définir, est-ce qu'il ne faudrait pas justement mettre un accent sur... la police, il y a déjà d'autres acteurs qui travaillent, mais éventuellement sur la justice. Moi, je pense qu'il y a des travaux à faire importants en matière d'indépendance et d'efficacité de la justice. Parce que, comme je dis toujours, la sécurité, c'est pas seulement la répression par la police, mais c'est aussi l'état de droit à travers une justice qui fonctionne efficacement et qui, lorsque les policiers arrêtent des gangsters, les maintiennent en prison, ou en tout cas, si c'est nécessaire. Donc, on a eu pas mal de moments lock, de pays lock. Vous les avez vécus comment? Rester chez vous Difficilement. D'abord, j'ai dû évacuer une partie de mon personnel, comme d'autres ambassades au mois de février, puisqu'il y avait des risques de pénurie alimentaire, de pénurie d'eau. D'ailleurs, moi, là, c'est du staff local qui a eu des difficultés qu'on a essayé de compenser à ce moment-là. Et donc, vu l'environnement sécuritaire dégradé, on avait pris la décision d'évacuer une partie du personnel. Et ça impacte aussi, évidemment, sur l'image externe du pays. Donc, on l'a vécu de manière, effectivement, difficile. Après, on est revenu à la normale, une certaine normalité depuis. Mais aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, je ne peux plus aller à Grand Ravine, je ne peux plus aller à Carrefour, je ne peux parfois difficilement envisager de me déplacer vers le sud du pays dans ce contexte-là. Et moi, c'est pas très grave, mais là, je parle des entreprises qui ont des produits à livrer dans différentes parties du territoire et qui rencontrent de plus en plus de difficultés de ce point de vue-là. Donc,
voilà, si on veut préserver l'investissement, si on veut, et comme je dis toujours, c'est pas l'aide qui fera le développement d'Haïti, c'est l'investissement. Donc, si on veut préserver ces investissements, si on veut faire venir d'autres investisseurs ici dans le pays, qu'ils soient européens ou d'autres pays du monde, ou qu'ils soient des investisseurs haïtiens d'ailleurs, je veux dire, là aussi, je crois qu'il y a un besoin aussi de retrouver de l'investissement haïtien qui s'investisse effectivement ici dans le pays pour créer de la richesse et créer de l'emploi. Il faut que les conditions économiques et sécuritaires soient améliorées, très clairement. Un dernier point, point d'actualité évidemment, plusieurs mois déjà sans un gouvernement légitime qui bénéficie, comme vous le savez, de la ratification du Parlement haïtien. En quoi l'absence de gouvernement dérange ou gêne l'assistance des bailleurs comme l'Union européenne, par exemple? Le gêne à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est le problème de gouvernance au sein des ministères. Quand vous avez des ministres partants qui sont là pour expédier les affaires courantes, évidemment, et que leurs successeurs éventuellement sont déjà prévus ou identifiés, etc., ils n'ont pas forcément une motivation très forte. Ils sont en train de préparer leur avenir ailleurs, si je puis dire, que dans leur ministère. Donc il y a quand même un manque d'entraînement, si vous voulez, qui se manifeste de ce point de vue-là. Et donc les interlocuteurs sont beaucoup plus difficiles à mobiliser, si vous voulez, pour mettre en œuvre les politiques, mettre en œuvre les projets sur lesquels on doit travailler et interagir ensemble. Donc ça, c'est vraiment un premier type de problème. Le deuxième type de problème, c'est que cette instabilité, elle reporte des échéances. Donc les élections, par exemple, qui devraient avoir lieu ici à la fin de l'année, n'auront pas lieu. Donc moi, je vais être interpellé à Bruxelles. On va me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas d'élection en Haïti? Quels sont les scénarios possibles? Est-ce que la Chambre va se retrouver caduque à partir de la Chambre basse à partir du deuxième lundi de janvier? Et qu'est-ce que ça signifie en termes de fonctionnement institutionnel dans le pays? Donc il y a des interpellations, il y a des inquiétudes qui se font jour par rapport à cette situation. Alors que on avait apporté un appui, si vous voulez, vous l'avez rappelé, en 2015-2016, pour avoir cette stabilité institutionnelle. Et on va se retrouver dans une situation en janvier prochain, peut-être, où il y aura de nouveau des problèmes comme on avait connu en 2014 précédemment. Donc donc, là encore... et avec l'instabilité politique, malheureusement, vient aussi une certaine insécurité qu'on a vu se développer ces dernières années, et donc vient aussi une dégradation de la situation économique et en termes d'investissement dans le pays. Il n'y a pas de budget. Et pourtant, quand je regarde les chiffres du ministère des Finances, qu'est-ce que je constate? Je constate que les dépenses de fonctionnement continuent d'augmenter, plus de 13% d'augmentation des dépenses de fonctionnement, alors que les dépenses d'investissement chutent, moins 55% dans les dépenses d'investissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on continue de vivre, de dépenser l'argent au jour le jour sur le train de vie de l'État, on va dire, de ce côté-là, et qu'on hypothèque finalement l'avenir en n'investissant pas dans l'économie, dans les infrastructures, dans ce qui devrait créer de la richesse et de l'emploi pour la population pour le futur. Donc la stabilité, la question que vous me posez, elle nous impacte aujourd'hui, elle nous impactera certainement aussi dans l'avenir. D'où notre appel que l'on avait fait au mois de mai dernier avec mes collègues des États membres de l'Union européenne, de dire qu'il faut impérativement, rapidement retrouver de la gouvernance, retrouver un gouvernement qui ait la confiance des gouvernants, enfin, du Parlement, mais aussi quelque part de la population, pour permettre effectivement de mettre en place des politiques. Ce qu'il faut. Moi, je ne suis pas intéressé au nom des personnes. Ça, c'est chacun qui doit. Ce qui est important, c'est que l'on définisse effectivement des vraies politiques avec de la durée aussi dans la mise en œuvre de ces politiques. Merci, monsieur l'ambassadeur. On était très contents de vous recevoir pour cette dernière Merci aux émission auditeurs de Métropole. Et vous avez été désigné comme représentant de l'UE. De quel pays? Là, je vais partir dans l'océan Indien, donc je vais rester dans une île. Je vais partir pour les îles de Maurice et de Seychelles. Donc c'est les deux pays que j'aurai à traiter
pour les 4 années à On parle créole venir. là-bas? On parle le créole, donc je reste dans la créolité, vous voyez, donc les liens avec Haïti vont Même si vous ne nous parlez jamais en créole. Non, moi, vous n'avez pas, j'ai pas fait l'effort. Par contre, j'ai appris que votre épouse parle créole. Oui, tout à fait. Oui. Donc c'est en 4 ans encore. Les femmes sont parfois plus performantes aussi, vous voyez. Merci, et vous repartez avec le cœur léger, le sentiment du devoir accompli, ne serait-ce qu'en partie. Non, moi je suis quelqu'un de très, très entier, vous savez, dans mon caractère, et j'ai toujours une franchise aussi dans mes propos. Donc il y a une part de satisfaction que j'évoquais tout à l'heure, mais il y a une part d'insatisfaction par rapport à la situation économique et sécuritaire dans laquelle le pays est aujourd'hui. Donc moi je souhaite que ma successeur et que mes autres partenaires de la communauté internationale puissent continuer à appuyer Haïti pour essayer de sortir de cette situation que l'on connaît depuis 13 ans. Vous pensez revenir ? Moi, j'aimerais beaucoup, effectivement, revenir dans quelques années. J'espère quand la route nationale Tra sera terminée, que l'on pourra venir à l'inauguration. Et aller à l'inauguration jusqu'à la citadelle et célébrer ça comme un grand accomplissement collectif. La route pourra mener directement à la citadelle ? Elle devrait, enfin bon, ça c'est un grand débat encore qu'on a avec l'UNESCO et l'ISPAN, c'est de savoir exactement quel sera le tracé ultime de cette route. Mais moi, j'ai pas de doute que cette route est indispensable, parce que c'est la colonne vertébrale, je pense, du pays qu'on est en train de mettre en place, et qu'à partir de là, on pourra travailler sur les connexions dans l'Artibonite, travailler sur les connexions avec la Biblique et autres. Donc ça sera un grand pôle de développement pour l'avenir du pays. Pour les conseils que vous avez donnés aux autorités de l'Union européenne à Bruxelles, pour les conseils, pour tout ce que vous avez fait de bon pour Haïti pendant votre séjour, votre passage au cours de ces 4 dernières années, je veux bien, au nom des Haïtiens, vous remercier. Merci, Mandela. Et je vous souhaite du succès aux îles Maurice. J'espère un jour qu'on pourra se rencontrer en Haïti, sur l'une des plages haïtiennes, pourquoi pas à la citadelle au moment de l'inauguration de la route. Espérons que ça sera la Merci infiniment, Vincent de Geer. Allez, merci, Wendell. À bientôt. Merci, à bientôt. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, l'ambassadeur Vincent de Geer, qui nous quitte demain. Donc, il nous a fait le plaisir d'être avec nous ce matin pour une émission bilan. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.